Salut, salut. Salut, salut. Est-ce que vous me recevez? Salut, salut. Si vous m'entendez, faites-moi un petit signe là, que je sache que vous êtes là. Salut, salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faut que je regarde sur le programme. Comme ça. Un petit peu de son. Salut mon cher ami Niambélé. Sois le bienvenu, frangin. Je cherche un peu de musique. En attendant, on va démarrer doucement. Sois le bienvenu Niambélé. On y va tranquillement. On va laisser les amis arriver. Salam, salam. Salut, salut. Si vous êtes dans la place, faites signe. Ah, ça c'est ma série. Salut Belle. Comment vas-tu? Sois la bienvenue. Et salut Jean Jean. Sois la bienvenue, sister. On va parler un peu de choses et d'autres. Je pense qu'on a des centres d'intérêt communs. Avec Didier Raoult, là, du côté de Marseille, il y a des choses à dire. Avec Jean Jean, il y a la France Insoumise qui est avec nous ce soir. Sois la bienvenue, sister. Et Maître Tafa. Maître Tafa, sois le bienvenu, frangin. Salam, frangin, salam, salam, salam. Il n'y a que du beau monde ce soir. Abdoulaye Niambélé, Belle Kouma, Dian TV, Amadou Moustapha Cham. Que du beau monde ce soir. Splendide. On va parler de choses et d'autres. Bonjour Père Joseph. Soyez le bienvenu. Président, mais restez. Salut Ayan. Ça va bien? Président Babacar Gaye, il est resté. Alors, je suis absolument admiratif de ce que vous réussissez avec Corona 221. Je pense que vous devriez être tous aidés. Et alors, je ne sais pas si vous l'êtes, hein. Peut-être que je me méprends, peut-être que vous êtes suffisamment aidés. Mais je crois que la question de la transmission communautaire
appelle une réponse communautaire et que vous êtes justement en train de mettre en place quelque chose d'assez incroyable. Voilà, je voulais prendre cette occasion pour vous féliciter. Père Joseph, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Merci infiniment. Alors, on va se donner encore un petit peu de temps. Merci à vous qui êtes là. Hein. On va démarrer dans 2 petites minutes. Et je vais vous annoncer le programme de ce live. On va passer ensemble environ 55 minutes. Si on enlève les 5 minutes là que nous venons de passer ensemble. Et l'idée en fait c'est de parler du coronavirus. Parce qu'il y a quand même quelques leçons à tirer de tout ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et j'ai un invité surprise. Parce que bon, cette question-là, celle économique en fait, n'est pas assez traitée de mon point de vue. En tout cas pas par les gens du commun, vous et moi. On n'en traite pas assez. Et il faut commencer à préparer le coup d'après. Okay. Alors, salam alaikum à tous, merci infiniment pour ceux qui sont déjà là. Merci infiniment, on va démarrer hein, sans plus tarder. Alors, le thème de ce live-là, en fait, c'est sur le coronavirus. Quelles sont les leçons de la crise sanitaire? Qu'est-ce qu'on a appris de cette crise sanitaire-là? Alors, il y en a qui me disaient, mais on fait déjà les leçons, ça y est, c'est terminé? Et j'avais envie de leur répondre, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce live, pour leur dire en fait, non, ce n'est pas terminé, mais on a engrangé quand même pas mal de connaissances, pas mal de choses qui sont aujourd'hui admises, par consensus, je suis d'accord avec vous, mais que la science quand même regarde comme des choses admises. Aujourd'hui, on peut construire quelque chose dessus. Et donc, on va parler de ça. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous dire que j'ai un invité aujourd'hui qui nous fait l'amitié, l'estime et la considération de venir parler avec nous d'un domaine qu'elle maîtrise particulièrement bien, celui du développement de l'entreprise, celui du management des organisations. Elle s'appelle Marie-Justine Badian-John et elle est PhD en méthode industrielle, donc un profil assez rare. Elle a un parcours particulièrement intéressant. Elle a travaillé à plusieurs niveaux de responsabilité dans les administrations, ici et ailleurs. Et puis elle a aidé aussi à développer à titre personnel des entreprises et des organisations. On aura l'occasion d'en parler avec elle tout à l'heure. Mais je voulais commencer ce live par décerner quelques lauriers. Je sais que ça va vous sembler bizarre, mais il faut que je commence par décerner des lauriers. Et pourquoi? Parce que cette crise sanitaire-là nous a donné quand même à voir des gens assez incroyables. Et donc, je voulais, si vous en êtes d'accord, hein, mes chers amis, célébrer 4 personnes. 4 personnes qui, sans lesquelles, je parle évidemment au niveau mondial, mais je parlerai aussi du cas du Sénégal, sans lesquelles cette crise aurait pris une configuration différente dans tous les pays où nous sommes. Pour ma part, je suis au Mali et je sais que sans ces personnes-là, la crise aurait été quand même quelque peu différente. En tout cas, sa configuration aurait été différente. Je voulais parler d'abord en premier lieu, et je pense que vous serez d'accord, mais n'hésitez pas à réagir, hein, n'hésitez pas à m'interpeller, à commenter, parce que voilà, c'est aussi ça, c'est un temps d'échange. C'est sûrement pas un temps de, comment on va dire, de communication à sens unique. Mon propos, en fait, c'est vraiment d'avoir un temps, un moment de partage avec vous. Okay. Donc le premier, je pense qu'on peut en être tous d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Didier Raoult. Okay. Professeur Didier Raoult. Non pas l'inventeur d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas l'inventeur de la bithérapie, hein, hydroxychloroquine et azithromycine. Il n'en est pas l'inventeur, mais c'est lui qui l'a popularisé
et c'est lui qui lui a donné quasiment ses lettres de noblesse. On a vu le combat acharné qu'il a mené pour imposer cette bithérapie-là contre vents et marées, et je pense quand même que sa posture, les résultats auxquels il parvient, alors tout ce qu'il a déjà fait, son parcours lui-même, ce qu'il est en tant qu'homme, et puis évidemment les raisons affectives qui le lient au Sénégal, donc à chacun d'entre nous, le fait qu'il soit né il y a en 57, je crois, 1957, à Dakar, est un motif supplémentaire de proximité. Donc Didier Raoult, parce qu'aujourd'hui son traitement est presque devenu le traitement, pas seulement un des traitements, mais c'est devenu le traitement, n'en déplaise à ceux qui font aujourd'hui des essais cliniques en France, et puis ailleurs, hein, des essais au niveau international, pour confirmer le bien fondé de sa théorie. Je pense quand même qu'on peut tous être d'accord pour le célébrer. Le second, et c'est un engagement que j'avais pris auprès d'un grand frère, Joseph Koulibaly. Je ne le vois pas dans le live, mais je suis sûr qu'il le verra après. C'est Andry Rajoelina. Donc le président en fait de Madagascar, qui nous a tous donné beaucoup de satisfaction, parce qu'avec son Covid Organics, en fait, il ramène Madagascar et donc l'Afrique dans le jeu international, dans la compétition internationale. Vous savez que, et c'est un secret de Polichinelle, depuis le départ, il y a eu une vraie compétition au traitement, au vaccin, une course au vaccin et au traitement. Et à aucun moment, on était, si vous voulez, le challenger, puisqu'à aucun moment, l'Afrique n'a été considérée comme un compétiteur sérieux, comme un vrai concurrent dans cette course au traitement. Et de manière assez miraculeuse, de manière assez intéressante en tout cas, le professeur, l'Institut médical de recherche appliquée de Madagascar nous a sorti un traitement absolument génial à base d'artémisia et d'autres plantes endémiques. Alors, je suis allé chercher justement, c'était quoi plantes endémiques? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi, les plantes endémiques sont des plantes en fait qui n'ont pas besoin de l'intervention humaine pour pousser. Et donc, Madagascar en fait a une biodiversité qui est absolument incroyable. Et 80% de la biodiversité de Madagascar, donc des plantes, sont des plantes endémiques. C'est-à-dire donc elles sont, si vous voulez, c'est de la génération spontanée. Ce n'est pas l'homme qui les a posées là. Et donc c'est un... Alors pour moi qui ai visité en fait Madagascar, le pays est absolument incroyable. Mais ce n'est pas ça, c'est la profusion et puis la fertilité de cette terre, ainsi que la multiplicité des climats qui vous rend absolument... Enfin, c'est juste fantastique. C'est juste fantastique. Et moi, je ne suis pas étonné que ce soit en fait ce pays-là qui ait trouvé, dit-on, puisque aujourd'hui c'est ce qu'il faut admettre, qu'ils ont trouvé le traitement du coronavirus. Et il ajoute donc à l'ensemble des traitements qui existent, puisqu'ils sont au nombre de 4 aujourd'hui en cours de test. Alors, je ne sais pas si je dois mettre dedans l'apivirine, mais vous me direz, peut-être que vous êtes au courant. L'apivirine, c'est un traitement qui n'est... D'ailleurs, ce n'est pas un nouveau médicament, c'est un vieux médicament qui a environ 20 ans, été inventé par un Béninois. Et donc, ce Béninois, en fait, alors, assez bizarrement, a souhaité changer le nom dans la période de coronavirus pour lui donner le nom de l'apivirine. Assez curieux, mais bon, il a fait ça. Et puis, j'hésite à le rajouter donc dans les docteurs honoris causa, parce qu'il y a eu une vraie polémique en fait au Burkina Faso où ça a été testé au départ. Des gens l'ont pris et puis n'ont pas accepté. Ils n'auraient pas respecté en fait un certain nombre de procédures. Bon, écoutez, c'est compliqué, mais je pense qu'on sera d'accord pour dire la chose suivante, c'est que il a du mérite en fait. Et puis, même si son traitement n'est pas validé, les efforts scientifiques qu'il a produits en fait pour pouvoir mettre en place ce traitement sont méritoires. Ensuite, et puis là, par contre, ce n'est pas un choix politique du tout, mais je voulais nominer le président Macky Sall. Oui, le président Macky Sall, parce que de mon point de vue, et c'est un point de vue personnel, et je suis curieux de savoir ce qu'en pense le président Babacar Gaye,
Mais de mon point de vue, il a tout bon. Il a vraiment tout bon, il coche toutes les cases. Il a fait ce qu'il fallait, il l'a fait en temps utile. Et sauf sur la phase Corona 221, qui me semble être une très bonne initiative, mais dont je ne sais pas, hélas, où est-ce qu'on en est en termes de développement. Et je suis ouvert, président, je vous adresse une invitation formelle, hein, même si je vous appellerai par derrière. Si cela vous intéresse, on peut imaginer de faire un live dessus sur ce que vous êtes en train de faire pour justement apporter une réponse communautaire en termes de communication et de prévention pour éviter la propagation en fait du Covid-19 sur nos territoires. Et puis enfin, alors juste un mot encore, je pense que le président Macky Sall a aussi un grand souci. Alors pour ceux qui me connaissent savent que je ne suis absolument pas tendre avec le président Macky Sall. Je suis, si c'est possible de l'être, un des plus farouches opposants à sa politique. Simplement, sur ce cas-là, sur le cas du Covid-19, j'estime qu'il a tout bon. J'ai entendu les petites querelles d'épicerie, de mon point de vue, petites querelles qu'on lui fait sur le choix des gens, sur les deals qu'il y aurait, sur... Écoutez, moi je connais des gens, et si vous n'en connaissez pas, alors je vous invite aussi d'ailleurs à me dire hein, si parmi vous, vous connaissez des gens qui ont bénéficié des efforts de guerre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, des efforts de guerre que le président Macky Sall a déployés pour les gens sur le terrain. Est-ce que vous connaissez des gens qui en ont bénéficié? Pour ma part, j'en connais au moins 3, mais bon, je suis ouvert à ce que vous me disiez, ce que vous en pensez. Et puis enfin, le professeur Seydi, parce que célébrer le professeur Seydi, qui de mon point de vue est un héros des temps modernes, parce que dans un pays africain, avoir réussi à maintenir en fait le niveau de propagation du virus à des niveaux aussi faibles, avoir fait des choix, de mon point de vue, optimaux, notamment en sélectionnant la bithérapie du professeur Raoult, cette organisation qu'il y a pour la prise en charge des patients, évidemment, tout n'est pas parfait. Que l'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. J'ai eu moi-même écho sur les réseaux sociaux de patients qui disent en fait qu'ils sont mal pris en charge, qui se plaignent en fait, qui disent qu'ils sont tout seuls, qui se plaignent un peu de stigmatisation. En tout cas, dans la manière dont ils sont pris en charge, ils ont l'impression d'être stigmatisés. Et c'est effectivement quelques ombres au tableau. Mais globalement, quand on sait quand même que les Cassandres avaient prévu que ce serait la catastrophe sur la terre africaine, qu'il y aurait des morts par centaines de milliers, voire par millions, ce qu'on nous avait annoncé, je pense qu'on peut être d'accord quand même que le professeur Seydi fait partie des gens qu'il faut célébrer. Et donc je veux quand même décerner quelques bonnets d'âne aussi. Parce que, alors le premier est, alors les deux premiers sont des Américains, très bizarrement, hein, mais je le soumets aussi humblement à votre critique. Le premier de mon point de vue des bonnets d'âne, c'est Bill Gates. Bill Gates parce que l'homme est de plus en plus cité dans des scandales absolument incroyables. Sa collusion avec l'OMS est notoire. Et parler de Bill Gates, en fait, c'est de parler de l'OMS parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'OMS a beaucoup hésité avant de déclarer le Covid, la maladie à coronavirus, comme pandémie, en fait. Ils ont beaucoup hésité. Et puis, il y a eu une curieuse coïncidence, en fait, qui a été relevée par une journaliste du Washington Post, qui fait en tout cas noter que la veille, donc le 10 mars, en fait, la veille du jour où on a décrété le coronavirus pandémie nationale, Bill Gates en fait a fait une donation d'environ 125 millions de dollars en fait à une cause qui bénéficie en fait à l'OMS. Et que en raison de cette donation là, le lendemain, l'OMS, donc le 11 mars, l'OMS a déclaré la maladie à coronavirus pandémie nationale. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Salut à Lune, Maître Thioune, Jean-Christophe, mon excellent beau-frère, Cher Oumar Diabaté,
Merci beaucoup. Papis Koïta, salam alaikum, frangin. Youssouf Sall, Abdul Kader Intaglé, Dian, oui, alors Dian, évidemment, Raoult, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le Marseillais, c'est l'homme fort. Voilà, et bon, effectivement, il est un peu arrogant, mais ça arrive souvent quand on est fondé, quand on est convaincu du bien fondé de son expertise, on peut passer aux yeux des gens pour quelqu'un d'arrogant. Et Latir, salam alaikum, Khalilou Sidibé, Marie-Dominique, Dian CV, Patrice Cyril, Nyambele, oui, effectivement, le courage caractérise les grands serviteurs des peuples. Le président malgache en est un, je suis d'accord avec toi. Baba Karsek, Dieu frangin, merci beaucoup. Sois le bienvenu. JC Château, merci infiniment. Maguette Jobso, Midosé. Ok, bon, mais écoutez, merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont pris du temps pour venir le passer en ma compagnie. Hein. Vous savez, je me considère comme un grand apprenant. Et donc, voilà, je viens juste partager ce que j'ai appris au sujet de cette maladie à coronavirus. Donc, Bill Gates, donc, a quand même un rôle un peu mitigé. Donc, je voulais lui décerner un bonnet d'âne en dépit de sa philanthropie. Et c'est d'ailleurs à cause de sa philanthropie douteuse là qu'on parle aujourd'hui de capitalo-philanthropie. Ok, mais bon, je ne vais pas jusque-là. En tout cas, son rôle est plutôt douteux. Et puis aussi Donald Trump, évidemment. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, les États-Unis sont aujourd'hui l'épicentre de la maladie, en fait. Il a pris des décisions courageuses, Donald Trump d'ailleurs, sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Je pense que sans lui, peu de pays auraient autant, il n'y aurait pas eu autant de pays en fait qui auraient adopté ce traitement-là. Donc, j'étais dubitatif parce qu'à la fois, il fallait lui donner un bonnet d'âne quand il a stigmatisé les gens qui étaient malades de la maladie à coronavirus en demandant qu'on leur injecte de la javel et puis des produits antiseptiques directement dans le corps. Bon, il s'en est défendu hein, en disant que c'était une plaisanterie, qu'il farçait. Et puis bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Mais Donald Trump, en tout cas, est le président d'un pays développé qui a... alors, moi, je lui donne même des mauvais points aussi pour son action politique. Hein. Et là, d'ailleurs, je ne suis pas très objectif. Écoutez, je mets Donald Trump et c'est mon choix, c'est le choix de l'arbitre. Okay. Ensuite, je voulais aussi nominer au titre des bonnets d'âne, même s'il s'est excusé, parce que je dois commencer par ça, Elhadj Hassan Gueye de la TFM. Parce qu'il a un peu brocardé les émigrés hein, de la diaspora. Je dois la vérité de dire que je n'ai pas entendu ce qu'il avait dit au sujet des émigrés de la diaspora. J'ai par contre entendu ses excuses et j'ai entendu le live de ma sœur Françoise Hélène Gueye au sujet de ce qu'aurait dit Elhadj Hassan Gueye. Là, ça semble plutôt bien informé et assez au courant de ces choses-là. J'en ai déduit qu'il avait dit quelque chose d'assez gênant. Alors évidemment, cette maladie-là à coronavirus, je pense que l'une des leçons aussi, c'est qu'elle a créé une grande cassure entre les émigrés et le pays d'origine. Je dois rappeler quand même pour mémoire que les émigrés ont le plus investi dans la sensibilisation. Pourquoi? Parce que d'abord, ils étaient dans des pays touchés et que donc ce qu'ils disaient, ils le disaient parce qu'ils l'avaient vu. Donc, ils parlaient de choses qu'ils avaient vues et ils ont payé de leur personne, d'abord pour sensibiliser, ensuite pour appeler le président Macky Sall à fermer les frontières, on était tous là, ensuite à cause du rôle extrêmement déterminant qu'ils ont dans l'économie nationale, ils sont en termes de transfert d'argent au-dessus de l'aide publique au développement, l'aide internationale au développement. Donc je trouvais quand même que pour cette raison-là, la manière dont ils avaient été traités était quand même sujette à caution. Et que, voilà, bon, évidemment, on peut comprendre hein, qu'au niveau du Sénégal, et puis dans les diasporas, alors ce que je dis là pour le Sénégal est valable pour les autres pays. Au Mali, on a vu la même réaction des populations vis-à-vis de leur diaspora, puisque les cas au départ étaient essentiellement des cas importés. Donc tout, si vous voulez, la maladie à coronavirus a distendu
le lien qu'il y avait entre les immigrés et la diaspora, lien qui était ontologique et extrêmement proche. Okay, pour être moi-même de la diaspora, je ne vais pas plus insister là-dessus. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que j'estime que on devait tirer un bilan de cette crise à cette étape-là? D'abord parce que j'estime que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui on en sait beaucoup sur cette crise-là. Et la première des choses que l'on sait en fait, c'est que cette maladie en fait, elle se transmet vite, facilement, elle contamine beaucoup, facilement, mais elle tue peu. Elle tue peu. Et en définitive, en fait, elle fait plus de peur que de mal. Je vais commencer par la létalité d'ailleurs. Parce que la létalité, c'est la capacité d'une maladie à tuer donc, rapidement. Et donc, cette maladie, en fait, sa létalité se situe entre... alors, il y en a qui hésitent, en fait, mais entre 1,5 et 4%. Dépendamment, évidemment, ça c'est une moyenne arithmétique, c'est-à-dire que ce n'est pas une moyenne pondérée, mais c'est une moyenne arithmétique. Si on rentre dans les proportions, dans les cohortes en fait, en termes d'âge, on arrive à des proportions qui sont un peu plus différentes. Mais elle ne tue pas beaucoup. Par contre, elle se transmet vite, facilement, contamine beaucoup, mais elle tue peu. Alors à partir de... Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'elle tue peu? Parce que, évidemment, il faut qu'on évite tout ce qui est relatif. Alors, pour éviter ça, il y a un nombre, en fait, qui s'appelle le ratio R0. Le ratio R0, c'est quoi? C'est l'une des caractéristiques d'une épidémie. En fait, c'est quoi en termes courants? Le ratio R0, c'est combien de personnes seront infectées pour une personne contaminée. Donc, pour une personne contaminée, combien de personnes seront potentiellement infectées? Et donc, le R0 du Covid-19 est de 3 en moyenne. Et comment on le calcule en fait? Je vais y revenir tout à l'heure, mais je n'ai entendu nulle part, au Sénégal, hein, 100 ans, évidemment, je n'ai pas beaucoup entendu, je ne suis pas au Sénégal, donc je peux avoir manqué des choses. Donc si je me trompe, il faut que vous me rectifiez dans les commentaires en me disant si le R0, ça a été dit quelque part, quel est le R0 pour le Sénégal. Okay, parce que c'est un ratio en fait qui se calcule en multipliant 3 facteurs. Transmissibilité, contact social et durée de la période contagieuse. Alors, on se doute bien qu'il doit être calculé quelque part. Simplement, on ne communique pas là-dessus. Mais c'est important de communiquer là-dessus parce que j'ai vu, par exemple, le Dr Thior, je crois, je pense, hein, je n'écorche pas son nom, un plateau sur E-Media. Ça m'a été d'ailleurs envoyé par un grand frère à moi qui s'appelle Jano Koulibaly. Il m'a envoyé l'émission que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que quelqu'un parmi vous a regardé cette émission du Dr Thior avec Alassane Samba Diop, je crois, sur E-Media? Alors, si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me faire signe dedans. Et il avait une théorie extrêmement intéressante, en tout cas, je trouvais courageuse. Il disait, en résumé, il faut arrêter le confinement. Il faut arrêter le confinement. Et en disant il faut arrêter le confinement, il disait que l'épidémie n'étant pas létale et qu'on sait quelles sont les cohortes de la population, les segments, les tranches de population qui sont les plus exposées, à partir de là, on peut les isoler, les mettre de côté et laisser la vie reprendre son cours normal. Les gens vont s'infecter, vont guérir naturellement. Ceux qui vont tomber malades vont être soignés. Quand il dit ça, en fait, sans le dire, hein, il emprunte une stratégie que l'Angleterre a essayé de faire au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Angleterre a commencé en disant « Salut Gabi, Gabi Ndiaye, mon frère, salam alaikum, Faustin, soyez les bienvenus, Jean-Pierre Da Silva, mon frère, salam alaikum, Jim Momar Gay, salam alaikum, merci beaucoup, Maguette Diopso, sois la bienvenue, Franzine. » Alors, il disait en fait, l'Angleterre a commencé en fait en disant on ne confine personne et on laisse les gens s'infecter naturellement. Et puis à un moment donné, on va tout faire pour arriver à ce qu'on appelle l'immunité collective. Et quand on parle d'immunité collective, en fait, c'est que le ratio R0, on a réussi à le maîtriser. Et en maîtrisant le ratio R0, il faut simplement que 30% de la population soit contaminée pour qu'on arrive à une immunité collective. Évidemment, ça suppose de maîtriser la transmissibilité, ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, ici, dans le cas d'espèce, la transmissibilité, c'est quoi?
c'est les gouttelettes, les sécrétions de la salive, les éternuements, etc. Et ces éléments-là, il faut le savoir, hein, c'est avec les mains, il n'y a que 3 moyens pour se contaminer. Il n'y en a pas d'autres. C'est les muqueuses, en fait. C'est la bouche, le nez et les yeux. Donc, il faut qu'avec vos mains, vous touchiez à un endroit infecté et que vous l'ameniez à l'une de vos 3 muqueuses, la bouche, le nez ou les yeux, pour que vous soyez infecté. Mais hors de ça, on peut parfaitement, en maîtrisant les gestes barrières, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on les appelle des gestes barrières, si vous lavez les mains régulièrement, vous assurez de porter un masque en permanence, et si vous êtes, avant de vous évitez de vous toucher les mains et vous réduisez le contact social, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous croisez en moyenne par jour, les bises, le serrage de main, la proximité physique, si vous réduisez ces contacts sociaux-là, là, on peut parfaitement réduire le R0. Et puis enfin, c'est la durée de la période contagieuse. Et celle-là, par contre, elle est propre à chaque virus. Au départ, et c'est là quand même que l'OMS est quand même curieux. L'OMS a fait quelque chose d'assez bizarre. L'OMS a dit tout et son contraire au départ. Au départ, ils nous ont dit, le virus ne se transmet, on n'a pas besoin de masque en fait, sauf pour le personnel soignant. Et puis après, ils se sont ravisés pour dire que non, il fallait en fait des masques. Ils nous ont dit au départ que on ne pouvait, ils ont dit plein de choses et leur contraire. Et je ne veux pas faire le procès de l'OMS, mais je comprends quand même que Donald Trump, qu'on avait mis tout à l'heure dans les bonnets d'âne, ait décidé de récupérer en fait, en tout cas de ne pas continuer à contribuer, parce que l'OMS a eu un rôle catastrophique, de la même manière qu'il a eu un rôle catastrophique lors de l'épidémie du SRAS en 2003. Okay. Alors, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est selon les études en fait, 4 à 5 infections de coronavirus, aujourd'hui c'est connu, seraient asymptomatiques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes. Ils n'ont aucun des symptômes du coronavirus. Donc les 7 ou 8 symptômes qui sont très connus aujourd'hui, au nombre desquels les courbatures, la diarrhée, la fièvre, la toux, etc. Donc vous les connaissez. Et ils estiment en fait que ceux qui sont asymptomatiques sont 4 à 5 fois supérieurs à ceux qui ont les symptômes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cet élément-là? Ça veut dire en fait que techniquement, il y a plus de gens, quand on a 1115 cas officiels, ça veut dire qu'on a un facteur de 4 ou de 5 entre ceux qui sont contaminés et ceux qui sont contaminés connus et ceux qui sont contaminés et non connus. Et hier, j'écoutais le professeur Seidi, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai décerné un honoris causa, donc un laurier. Il disait la chose suivante. Il disait que il y a les cas communautaires, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter, parce qu'un cas communautaire, c'est vrai qu'on ne sait pas à qui le rattacher, mais c'est quelqu'un qu'on a identifié. Et les autres, les cas infectés positifs, ceux-là aussi sont connus et sont sous traitement. Donc on a des infectés, on a des cas contacts, donc des suspects en fait, et puis on a des, comment on va dire, des cas contacts, c'est-à-dire qui n'ont pas encore développé la maladie. Donc c'est les cas dont on dit qu'il pourrait que dans ce lot-là, il y en ait des asymptomatiques. Et les asymptomatiques, oui, exactement, oui, Trump, je suis d'accord avec toi, Maguette Diopso, son côté capitaliste est quelque chose d'absolument critiquable. Et c'est valable pour l'OMS, c'est valable pour, comment il s'appelle encore, Bill Gates. Okay. Donc, effectivement, donc, il y a énormément donc, de choses qu'on pourrait dire en fait sur Donald Trump. Je voulais juste terminer sur cette question-là des asymptomatiques en fait. Quand il y a énormément d'asymptomatiques de la sorte en fait, il y a deux stratégies en fait, et c'est les stratégies classiques. Où on teste tout le monde et on traite les malades, on teste tout le monde, ceux qui sont malades, on les isole, on les traite, ou on met à l'abri les vieux et on laisse les vieux, les personnes âgées et les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques, et on laisse le virus se propager pour arriver rapidement à l'immunité collective. Ce que je dis là, c'est ce que le docteur Thior a dit sur l'émission dont je vous ai parlé il y a peu, expliquant un peu qui est qui et qui fait quoi.
Ok. Donc, alors, de ce point de vue-là, on peut se demander, mais pourquoi les pays comme l'Italie, il y a eu autant de morts, hein? Parce que les pays comme l'Italie, en fait, la première cause en fait de mortalité, en fait, c'est sa pyramide des âges qui est inversée. En fait, il y a énormément de personnes âgées et les personnes les plus âgées, la moyenne d'âge la plus élevée en fait en Europe, c'est en Italie qu'on la trouve. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que le nord de l'Italie et la Chine, elles ont en commun quelque chose, c'est le niveau de pollution atmosphérique. Ce sont les endroits qui ont le niveau de pollution atmosphérique le plus élevé au monde. Et donc, les poumons de leurs habitants, 2 secondes, hein, 2 secondes, 10 minutes. 10 minutes, c'est bon. Donc, les poumons de leurs habitants sont chroniquement affectés depuis des décennies. Et donc, quand le coronavirus est arrivé, virus respiratoire, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il a fait au sein de la population. Donc, voilà ce qui explique. Donc, ça ne veut pas dire, en fait, que le virus a une létalité absolument incroyable. Donc, est-ce que le virus est aussi dangereux pour les jeunes que pour les patients qui n'ont pas d'autres maladies? Non. Et il faut le dire clairement. Parce que c'est vrai qu'il faut que les gens soient conscients et que les gens ne prennent pas de risques inconsidérés. Mais il faut aussi dire que le virus n'est pas aussi dangereux pour les jeunes que pour les patients qui n'ont pas d'autres maladies ou ce qu'on appelle des comorbidités. OK? Alors, donc, cette question-là, je voulais aussi rajouter, tout à l'heure, je parlais de Andry Rajoelina, donc le président de Madagascar, et je voulais dire en fait que, de mon point de vue, et j'ai vu un ami, Guy Marius Sagna, faire un très bel article hein, que je recommande d'aller le lire sur sa page, qui dit la leçon de Madagascar. Voilà, c'était ça le titre de son article en fait, et je suis d'accord avec lui. Il y a une vraie leçon dans ce qui s'est passé à Madagascar. Je dois rappeler quand même que Madagascar est un pays très particulier. Madagascar, c'est un pays qui nourrit 80% de ses habitants. Donc autosuffisance de 80%. Ensuite, au lieu d'importer des tonnes de médicaments des multinationales pharmaceutiques, elle se fie encore et toujours aux vieux remèdes à base de plantes chez elle et elle les utilise pour traiter des maladies. Donc c'est ancré dans la culture malgache. Ensuite, l'artémisia qu'ils ont utilisée a déjà fait l'objet chez eux de plus d'une vingtaine d'études à Madagascar. Et là-dessus encore, il faut qu'on reparle de l'OMS, parce que vous vous rappelez, alors le bonnet d'âne, d'ailleurs j'aurais dû mettre le docteur, enfin le directeur général de l'OMS, d'ailleurs qui n'est pas un médecin, j'aurais dû le mettre dedans, parce que ça fait longtemps en fait que l'artémisia fait l'objet justement de réclamations pour entrer dans les médicaments et que l'OMS considère que c'est un médicament dangereux. Et ça, c'est inacceptable. C'est proprement inacceptable. L'artémisia annua a déjà fait l'objet de plus d'une vingtaine d'études qui a conclu, mais à des taux de guérison du paludisme notamment, de 97%. C'est en 1975 que le professeur Albert Rakoto Ratimana, c'est le cofondateur en fait de l'Institut malgache de recherche appliquée. C'est cet institut-là qui a créé le Covid Organics. Alors, de qui on parle? Parce que c'est important en fait de bien comprendre pourquoi les critiques qui sont faites en fait à Madagascar sont absolument dénuées de fondement. L'Institut malgache de recherche appliquée qui a créé le Covid Organics a déjà créé plus de 50 médicaments. 50 médicaments. C'est une équipe d'une centaine de personnes, dont une trentaine de chercheurs. Et ces recherches ne sont pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la fabrication des médicaments, mais dans la phytochimie, la pharmacologie parasitaire et cellulaire, la diabétologie expérimentale, la pharmacodynamique, la toxicologie et la chimie analytique des huiles essentielles. Je rappelais que Madagascar est le 3e pays mondial d'exportation des huiles essentielles. Et puis enfin, si tout ça, ce n'est pas suffisant, il faut dire quand même que Madagascar aujourd'hui, en termes de résultats sur cette crise du coronavirus, c'est 135 cas confirmés, 97 guérisons, 0 décès. 0 décès. Vous entendez? 0 décès.
Et je dois aussi dire une chose, parce que sinon ce n'est pas complet, Madagascar a arrêté le confinement. Donc, elle est dans une situation qui est plus grave. Hein, si on considère que le confinement est quelque chose de grave, on est dans une situation où le confinement est plus grave que le Madagascar n'est pas confiné. Et pourtant, ils ont un des taux les plus bas de cas confirmés, un des taux les plus élevés de guérison et un taux des plus faibles de décès. 0 décès lié au Covid. Alors, entre nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut régler cette affaire ou on veut faire du business pour le lobby pharmaceutique? Hein? Bien. Alors, c'est ces points-là que je voulais d'abord partager avec vous. Et ensuite, avec votre permission, parce que j'ai invité quelqu'un qui s'appelle Marie-Justine John, qui est le Chief Executive Officer de Siloé Consulting. Et elle va nous parler, parce que, évidemment, de mon point de vue, on est arrivé à une période charnière, on est arrivé à un tournant. Et même si ça ne s'arrête pas, ça va décroître là. Ça va décroître non pas parce que on aura de moins en moins de cas, mais ça va décroître parce que notre niveau de connaissance a augmenté, le nombre de tests va augmentant, on a augmenté le nombre de structures qui font les tests alors qu'au départ, on s'était contenté de l'Institut Pasteur. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui font que, de mon point de vue, on est à un tournant. Et donc, il faut commencer à préparer le coup d'après. Et donc, les entreprises et les entrepreneurs qui sont ici avec nous aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner quelques trucs et astuces, dont la première, en fait, c'est le diagnostic organisationnel. Donc, je vais vous demander, avec votre permission, de m'accorder quelques minutes pour prendre mon téléphone et appeler Marie-Justine. Voilà, je vous demande 2 minutes. Hein. Alors, mes chers amis, merci beaucoup pour votre patience. Donc, je disais que Marie-Justine, en fait, fait partie, en fait, des consultants les plus expérimentés sur la place de Dakar. Son cabinet qui s'appelle Siloé Consulting, en fait, aide les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Donc, je vais vous laisser, en fait, son contact après cette entrevue pour ceux qui souhaitent approfondir avec elle cet échange. Donc, je l'appelle. Voilà, et puis on va pouvoir continuer cette entrevue avec elle. Voilà, donc dans quelques instants, petit souci technique, hein, les aléas du direct, vous savez bien ce que c'est. Hein. Ah, Maître Étienne, merci infiniment. Merci infiniment, merci beaucoup. Cher Seydi Ababakar, mon cher ami. Allô, Marie-Justine? Oui, oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, Maurice. Comment tu vas? Oui, ça va très bien, je te remercie. Alors, je suis je suis en live là, et tu es en live aussi, puisque j'ai mis le haut-parleur. Je vais te présenter rapidement, avant qu'on démarre cette interview. Alors, je suis très content de t'avoir en ligne, parce qu'on vit des moments particulièrement troublés, des moments de crise sanitaire notamment. Mais toi, tu fais le choix justement de réfléchir au coup d'après et surtout d'accompagner les entrepreneurs au coup d'après. Donc, je disais tout à l'heure que tu étais PhD de méthode industrielle de l'Université de Québec et que je m'enorgueillis de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Sois la bienvenue. Merci Maurice. Merci. Alors, je vais juste augmenter un peu le son
Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez Marie-Justine? Marie-Justine, je te laisse dire bonjour à tout le monde. Et s'ils t'entendent, j'ai une question pour toi. D'accord. Ben déjà, Maurice, c'est avec beaucoup de plaisir, hein, une très grande joie que je te retrouve. Donc, permets-moi de te saluer et de te dire vraiment la joie et l'honneur que j'éprouve en participant à ce live pourtant sur des problématiques relatives à ce que vivent toutes les entreprises aujourd'hui. C'est ça. Hein. Merci beaucoup. Ensuite, ben, j'adresse mes salutations aussi à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce live. Et donc, à vous qui êtes connectés en ce moment, bien confinés, ben, je vous dis merci de votre présence virtuelle. Merci Marie-Justine, merci infiniment. Alors, je sais que tu es consultante justement en matière de gestion des entreprises, en fait, de management des organisations. Mais aujourd'hui, tu viens nous voir en fait pour la question du diagnostic organisationnel. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le diagnostic organisationnel? Très bien. Pour en venir, avant de venir de répondre à cette question, Maurice, c'est vrai, c'est moi qui suis invité, c'est moi qui vais en parler. Mais j'aimerais quand même, parce que je suis certaine que tous les amis, tous ceux qui sont connectés, chacun a une idée, hein, de ce que c'est que le diagnostic organisationnel. Sûrement. Donc, je veux commencer en posant une question à tous ceux qui nous suivent avant de répondre à ta question. Absolument. Un petit jeu, une sorte de bricolage. Absolument, allons-y. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, je dis, est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu, là où vous êtes? Alors, Marie-Justine souhaite vous poser une question. Donc, ceux qui reçoivent l'information, est-ce que vous pouvez vous manifester dans les commentaires en disant si vous êtes prêt à répondre à une ou deux questions? Elisa, salam alaikum. Cher Seydi, Salomon Toupan, salam alaikum. Oui, tout le monde est OK. D'accord. Quand vous entendez le mot diagnostic organisationnel, quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit? Alors, quand vous entendez le mot diagnostic, quand vous entendez le mot diagnostic organisationnel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément? Ah, c'est faible. Alors, je vais essayer d'augmenter. Justine, on va te demander de parler un petit peu plus fort parce que je crois que c'est un petit peu faible. Allô? Je reprends. Oui. Allô? Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort parce que moi je suis à fond? Alors je reprends. Oui, vas-y. Oui, c'est bon, vas-y. Là, c'est bon. Donc, je dis, quand vous entendez le mot diagnostic organisationnel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a des mots-clés que vous pouvez nous proposer? Alors, est-ce qu'il y a des mots-clés que vous pouvez proposer justement sur le diagnostic organisationnel? Tout simplement, ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, ce qui vous vient naturellement à l'esprit. Hein. Alors, je patiente 2 secondes, je vois Babatal, Djibril Diané. Alors, je vois qu'il y en a plein qui arrivent là. Jean-Pierre Da Silva. Alors, Jean-Pierre Da Silva dit organisation. Cher Seydi, organisation. Dian CV, réorganisation. Jean-Christophe Château, audit d'un système. Bravo. Mariem Beng, structure de l'entreprise. On n'a que des cadres. Hein. Organisation autour du diagnostic, etc. D'accord, parfait, c'est très très bien. Je savais bien que ce serait aujourd'hui ton plateau, Maurice, ton plateau du donner et du recevoir. Absolument, hein? Merci. Un échange riche, d'accord. Donc, moi, ce qui me vient à l'esprit, je fais l'exercice comme vous, c'est check-up, par exemple, check-up du moteur de mon véhicule, absolument. Consultation, audit, bilan de santé, évaluation de l'état de l'entreprise. Voici des mots qui me traversent l'esprit. C'est ça. Quand j'entends ce mot diagnostic organisationnel. Absolument. Donc, ceci pour dire que le diagnostic organisationnel est un processus. Hein? Oui. C'est un processus d'évaluation des capacités de
l'organisation à être performante. Excellent. C'est l'évaluation, un processus d'évaluation des capacités de l'organisation à être performante. C'est ça. Maintenant, dans sa démarche, il renvoie à un état des lieux. C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui avait écrit état des lieux. Babatal avait écrit état des lieux et Maguette Diopso audité. Parfait, parfait, exactement. C'est ça. Donc, dans sa démarche, le diagnostic organisationnel renvoie à un état des lieux qui porte sur l'ensemble de l'organisation et qui vise effectivement à évaluer l'état de santé, si on peut parler ainsi, de l'organisation. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Écoute. Pour ça, je pense qu'il est important de comprendre cela. C'est ça. C'est ça. C'est un processus qui va évaluer les capacités de l'organisation à être performante, mais à travers un état des lieux. C'est ça. Alors, quand on parle de diagnostic aussi, on parle d'identification. Ben, c'est ce que je dis, un diagnostic du moteur, de ma voiture, de mon ordinateur. On parle d'identification de la nature d'un problème, d'un dysfonctionnement, d'un mal, d'une difficulté, par l'interprétation de signes extérieurs. C'est ça. Par l'interprétation de signes extérieurs. Je m'explique. Quand une organisation fait appel, en tout cas moi, dans mon expérience, quand des entreprises font appel à moi, à mes services, au service de Silo et Consulting, se disent, bon, je note la baisse de l'engagement des employés, ou je note, je vis en ce moment un climat social tendu, il y a un taux d'absentéisme élevé, j'ai beaucoup de certificats d'absence pour raison médicale. Donc ça, c'est l'interprétation des signes extérieurs. Ce sont les signes extérieurs. C'est ça. Hein? Donc, c'est comme si tu vas chez le médecin. Tu lui dis, j'ai la fièvre. Je pense que c'est le palud. C'est ça. Oui. Et toi, ce sont des signes extérieurs. C'est la manifestation. Là, tu as le corps chaud. C'est ça. Mais le mal, qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui est à l'origine de température élevée, tu ne sais pas. C'est ça. Les symptômes. Et donc, oui. Et donc, le diagnostic organisationnel va aider à confirmer cette interprétation des signes extérieurs. Oui. À en donner des explications. C'est ça la finalité du diagnostic organisationnel. Excellent. Alors, mais Marie-Justine, c'est excellent, c'est intéressant ce que tu dis parce que qu'est-ce qui, de ton point de vue, justement, dans cette période-là de crise sanitaire, qu'est-ce qui rend cette période-là propice à ce diagnostic organisationnel-là? Question très pertinente, oui. Et je te remercie vraiment de me la poser. Merci. Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut tenir compte, tu dis bien cette période de crise. Oui. Je vais tenir compte du contexte. Les organisations ont été aujourd'hui prises de court, nous tous, tout le monde a été pris de court par cette pandémie. C'est ça. Absolument. Et donc, toutes les organisations, depuis 1 mois et demi, traversent une zone de turbulence. C'est ça. Et la comparaison n'est pas exagérée. C'est vrai. C'est une véritable zone de turbulence. Absolument. Et qui dit zone de turbulence traversée dit que nous sommes dans une dynamique de changement. C'est ça. Cette zone de turbulence est caractérisée par des entreprises contraintes, en tout cas le cas du Sénégal que je connais mieux, par des mesures d'ordre général relatives, mettons à l'état d'urgence, d'interrompre leur activité. C'est ça. Il y a aussi des entreprises qui sont contraintes par l'état des choses, cette crise, à réduire les activités, soit de production, de services ou de transformation. C'est ça. Donc, les conséquences sont diverses et variées sur le plan financier, sur le plan organisationnel, avec réduction du personnel, sur le plan de l'approvisionnement. Au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas de transport interurbain, il n'y a pas de transport. Donc, quand tu dois t'approvisionner à l'état actuel des choses, le transport, l'acheminement transfrontalier de la marchandise, tout est interrompu. C'est ça. Donc, difficulté aussi à honorer les engagements des fournisseurs. Tout à fait. Sur le plan commercial, il y a une baisse des ventes, perte de clients, incertitude quant au recouvrement.
Donc, toutes les organisations sont prises de court par cette situation. C'est ça. Mais nous croyons et nous espérons qu'un jour nouveau va se lever et très rapidement. Ah, ça, c'est même c'est biblique. Oui, Ah absolument, oui. Et donc, mais par contre, ce jour nouveau doit être très bien préparé par les organisations. Tout à fait. Elles veulent prendre le bon virage et au bon moment pour survivre sur le long terme. Donc, la reprise sera également un changement qu'il faudra réussir. Tout à fait. Et donc, j'emprunte une citation de Churchill pour dire mieux on comprend le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. C'est clair, c'est clair. Et donc, le diagnostic organisationnel est un des moyens de se préparer pour cette bonne reprise. C'est vrai. Se préparer à prendre le bon virage et au bon moment. C'est vrai. Cela est important. C'est vrai. Cela est important parce qu'il permet d'analyser la vision, les valeurs, la mission, les objectifs et la stratégie de l'organisation. C'est ça. Il permet, quelqu'un a dit tout à l'heure dans la définition, à parler de structure. Oui. C'est fondamental. Parce que, de mon vécu, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Absolument. La grosse faiblesse des entreprises, des PME, même des grosses PME, se trouve au niveau de la structure. C'est ça. Donc, le diagnostic organisationnel aide à analyser et à mettre le doigt sur les axes d'amélioration à apporter. C'est ça. Oui. Donc, voici en gros l'utilité de faire le diagnostic. C'est se préparer, identifier les axes d'amélioration, comprendre nos forces également. C'est ça. Sur quoi nous pouvons nous appuyer pour rebondir. Absolument. Mais travailler, apporter des corrections sur nos faiblesses. Par exemple, la planification. Est-ce que la planification de l'organisation aujourd'hui est réaliste et réalisable? Est-ce que c'est traduit par des objectifs précis et mesurables? C'est ça. L'organisation, est-ce que j'ai les bonnes personnes à la bonne place? Est-ce que j'ai les services? Mon organisation est découpée en services qui permettent de répondre à la mission de l'organisation. C'est ça. Est-ce que je n'ai pas trop d'employés? Est-ce que j'ai les qualifications, le profil qu'il faut à la place qu'il faut? Je veux dire, le diagnostic aide à voir clair à travers tout l'exercice, le processus qu'il met en place. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je réponds. Ah non, mais très très bien. Très très bien. Et je voulais justement, moi, parce que à partir du moment où pour reprendre l'analogie que tu as donnée, quand tu vas voir le médecin, il t'analyse en tenant compte des symptômes que tu as, et après il te prescrit une ordonnance. Mais dans le diagnostic organisationnel, quelles sont les finalités, quelles sont les options qui s'offrent en fait au chef d'entreprise une fois que le diagnostic organisationnel est fait? Oui, toujours très pertinent, vraiment. Merci. C'est avec plaisir que je réponds à ces questions. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, et sur lesquelles je travaille. Donc, à la fin, il faut noter que le diagnostic organisationnel permet, au terme du diagnostic, le dirigeant a des éléments clairs et précis qui lui permettent de faire une lecture juste quant aux axes analysés au cours du diagnostic. C'est ça. Alors, le diagnostic va te permettre de comprendre que la vision et les valeurs ne sont pas claires et ne sont pas véhiculées, par exemple, dans les actions et partagées par tous. Ça, c'est déjà une difficulté. Tout à fait. Oui. Le diagnostic peut t'amener à comprendre que ce que tu avais annoncé aux consultants en disant, bon, j'ai un taux d'absentéisme élevé, par exemple, ou une démotivation, ainsi de suite, qui se traduit au final par la baisse des ventes, ainsi de suite, on peut découvrir qu'au niveau des structures, de la structure de l'organisation, tu n'as pas défini, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, donc il n'y a pas de fiche poste. C'est ça. On n'a pas défini les périmètres d'action des employés. Oui. Tu peux aussi découvrir que la classification des employés est erronée. OK. Et
René, par exemple, tu as un chef comptable qui est sous-classé ou n'a pas, alors qu'on sait très bien que c'est la classification qui détermine le salaire de base. Tout à fait, tout à fait. Ou alors, tu as des employés qui n'ont pas de contrat, donc inquiets, incertains par rapport à l'avenir. Donc, le diagnostic te permet de prendre en charge ces axes essentiels qui ont une incidence à la fin, au final, sur ta performance et du travail. C'est ça. Et du travail. Ouais. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, je pense que le temps est favorable pour les organisations de se pencher véritablement sur leur organisation pour voir qu'est-ce qui fait ma force pour se préparer à rebondir. C'est ça. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois mettre en place? C'est ça. Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Peut-être même revoir ma vision. Exactement. Changer de secteur d'activité peut être effectivement un des résultats. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est... Vendre ma structure. Le fonds de commerce, il y a beaucoup d'options qui se présentent aujourd'hui à chaque dirigeant pour la fin de cette crise-là. C'est ça. Écoute, c'est très très bien. En tout cas, moi, justement, c'est cette phase-là. Parce que je pense en fait qu'aujourd'hui, on est tous tellement la tête dans le guidon que on a presque l'impression que cette crise, on n'en verra jamais le bout du tunnel. Et il se trouve que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec beaucoup de justesse, il ne faut pas que la crise nous surprenne et que la reprise nous surprenne. Et que le seul moyen, en fait, d'être préparé à ça, mais c'est de faire un diagnostic. Et on est dans une période favorable. Je te remercie en tout cas pour ces lumières que tu as données. Il y a quelques questions qui avaient été posées pendant que tu parlais. Par exemple, vas-y. En disant que le diagnostic, qui a besoin de diagnostic? C'est aussi bien les PME, PMI que les entreprises, les ONG et multinationales. Tout à fait. Tout le monde, parce que toute structure, toute organisation peut avoir des problèmes au niveau de sa structure, au niveau de ses valeurs, sa vision, sa planification, sa stratégie. C'est ça. Et donc, aussi pour conclure mon propos avant de répondre aux questions, c'est une période difficile, mais je dirais comme Duke Ellington, que toute difficulté offre une chance de se surpasser. C'est ça. C'est ça, absolument. Écoute, merci infiniment, Marie-Justine. Je pense que il y a 2 ou 3 questions que je vois dans les commentaires. Est-ce que c'est applicable à un niveau individuel? Est-ce que si moi, en tant qu'entrepreneur individuel, j'ai un questionnement sur comment je fonctionne, etc., est-ce que cette analyse est applicable à un cas individuel? Parce qu'on a parlé de l'entreprise là tout à l'heure et des entrepreneurs individuels maintenant. L'approche ne sera pas la même. Ok. Parce que le diagnostic, c'est ce que j'ai développé est centré sur l'organisation, sur l'entreprise. C'est ça. Toutefois, je comprends très bien qu'un dirigeant, un entrepreneur puisse s'interroger, s'arrêter, faire une introspection. C'est ça. Se poser des questions. Et là également, il peut effectivement faire appel à une compétence. C'est ça. Il peut l'accompagner dans ce processus de se trouver des réponses. C'est ça. Oui. C'est ça, tout à fait. Dans le domaine du coaching. Tout à fait. C'est plus du domaine du coaching. Oui. Ok, je pense que c'était la question que j'avais là à l'intérieur. Alors, est-ce que tu as un sentiment personnel sur cette période assez troublée? Voilà, vraiment un sentiment personnel à partager avec l'équipe. Oui, mon sentiment, à la limite, le sentiment. Mon sentiment, sachant qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'inquiétude, de stress. Parce qu'effectivement, ce qui se passe est inédit. Ce qui se passe est inédit par son ampleur, par sa durée, par ses conséquences et répercussions. Absolument. Des hommes qui ont investi, qui ont travaillé, qui croient en nos projets, tout d'un coup, une incertitude de cette ampleur. C'est ça. Quoi demain
financer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toutefois, moi je dis, gardons espoir. Et ce temps va passer. C'est ça. Ça c'est clair. Ce temps va passer, ça c'est clair. C'est ça. C'est là où j'apprécie la première question des entrepreneurs qui peut-être s'interrogent et se demandent est-ce qu'ils peuvent être accompagnés, est-ce que cette démarche de diagnostic est possible au niveau individuel. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi favorable, s'arrêter. Parce qu'en activité, on n'a pas le temps, on court, on remet à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui, alors que les fondations, les bases sont essentielles pour la survie sur le long terme. Tout à fait. Donc mon sentiment, c'est de dire que un jour nouveau se lèvera. Et ça, j'y crois. Ah, c'est bien cette note d'espoir. Les choses se passeront autrement. Regardons aujourd'hui l'ampleur du télétravail. C'est ça. Le télétravail, pour une structure qui prend le temps de faire son diagnostic, peut-être que si tu louais un immeuble de 2 étages, 2 niveaux pour tes équipes, tu vas te rendre compte que tu vas opter pour le télétravail pour une partie de ton personnel. Absolument. Et donc, tu vas économiser sur la location. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des réflexions qui peuvent être faites. Une anecdote, je suis passée dimanche dans un café et que je fréquentais. Et je me rends compte qu'ils ont réorganisé. Même l'occupation de l'espace, ça change. Ah, voilà. Ça a changé. Donc, tout cela, c'est un travail qu'on ne doit pas négliger parce que la finalité, c'est comment être plus performant. Plus performant en maîtrisant ses charges, en les réduisant d'ailleurs et en faisant plus de profit. C'est ça. Alors, Marie-Justine, je sais que ton temps est compté, mais j'ai quand même un commentaire encore de quelqu'un. Cher Seydi Aboubakar Ndiouk, que tu connais peut-être. Ce diagnostic peut revêtir des aspects pervers mais pertinents. J'ai reçu un chef d'entreprise qui est sûr de se débarrasser d'un bon nombre de collaborateurs après la crise. Il est aujourd'hui sûr que la crise lui a ouvert les yeux sur son staffing. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Enfin, c'est pas une question, mais c'est un commentaire qui a été partagé. Tu peux reprendre, je n'ai pas bien perçu, tu dis. Alors, ce diagnostic, il dit, c'est lui qui parle, hein, ce diagnostic peut revêtir des aspects pervers mais pertinents. J'ai reçu un chef d'entreprise qui est sûr de se débarrasser d'un bon nombre de collaborateurs après la crise. Il est aujourd'hui sûr que la crise lui a ouvert les yeux sur son staffing. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? C'est pas une question, en fait. Il a commenté, en fait, mais je trouve ça intéressant. Oui. Mais moi, déjà, c'est dire que sur quelle base, est-ce que c'est un diagnostic qui a amené ce chef d'entreprise à décider de se séparer d'une bonne partie de ses travailleurs? Je pense il va te répondre, mais de ce qu'il a écrit, en tout cas, c'est écrit que c'est la crise, en fait, qui l'a fait prendre conscience de de la réalité de son staffing. Mais cher Seydi va te répondre sur ta question. En tout cas, dans sa phrase, voici ce qu'il dit. Mais ce qui se passe, en fait, quand on crée une entreprise, en général, nous tous, les entrepreneurs, au départ, tu es le responsable financier, le responsable commercial, le chargé de communication, tu fais tout. Et tu n'as pas suffisamment de moyens au départ pour investir mettre en place des bases, par exemple, analyser ton organisation. Tout à fait. Quelle type d'organisation tu peux mettre en place pour sérier tes défis et découper l'organisation en services appropriés. C'est ça. Et donc, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas aussi les moyens de recruter les compétences dont tu as réellement besoin. C'est ça. Tu fais, tu prends un cousin, tu prends un stagiaire, tu prends un neveu, tu prends... Alors, à un moment donné, l'entreprise a des opportunités, de très belles opportunités, et donc grandit. C'est ça. L'entreprise grandit, tu ne peux peut-être pas, tu n'as pas le temps de t'arrêter pour faire le point. Tu fais avec les gens que tu as, mais qui au départ, tu avais pris pour t'accompagner, t'aider parce que tu n'avais pas les moyens. C'est ça, c'est correct. Aujourd'hui, oui, en cours de route ou chemin faisant, aujourd'hui, avec la crise, vu que tu t'es arrêté,
Tu découvres, tu as le temps de t'arrêter pour te rendre compte que Pierre ne fait pas l'affaire. C'est ça. Paul ne fait pas l'affaire. Absolument. Sylvie ne fait pas l'affaire. C'est ça. Ainsi de suite. Parce Absolument. que le temps t'a donné, t'a permis de t'arrêter. Et donc, la conséquence, tu te dis que le Covid t'a permis d'ouvrir les yeux et demain, après, tu vas te séparer de ces gens-là. Et c'est qu'au départ, ces personnes n'avaient pas le profil qu'il fallait. C'est ça. Tout à fait. Alors, je profite de ta présence pour dire quand même, parce que inviter quand même les gens, je ne veux pas qu'ils fassent la confusion de penser que, puisqu'il faut faire un diagnostic, c'est à la portée de tout le monde. C'est des outils et des méthodes extrêmement précis qui nécessitent quand même d'être rompus à la tâche. Voilà, et que voilà, il faut quand même trouver les bonnes personnes pour conduire cette étude-là et ne pas laisser sa subjectivité envahir l'entrepreneur. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. C'est toute une démarche, c'est du métier. C'est ça. Il y a des outils à mettre en place. Donc, en fonction de l'objectif final du diagnostic, c'est soit élaborer des guides d'entretien, soit des questionnaires, soit des focus group, soit... Donc, il y a beaucoup d'outils à mettre en place, à élaborer, à exploiter pour pouvoir maintenant répondre en toute objectivité. C'est ça, absolument. Oui, parce qu'il ne peut pas non plus induire le dirigeant en erreur. Exactement. Je crois que c'est le maître mot d'ailleurs qu'on va retenir de tout ça. Quand vous avez la bonne personne pour vous accompagner dans cette phase-là de diagnostic organisationnel, ce que vous acquérez en fait, c'est une qualité de service adossée à des outils et des méthodes éprouvées qui vous permettent en fait d'avoir un diagnostic clair, précis et dénué de toute subjectivité. Tout à fait. Alors, tout à fait. Je sais que tu es pressé de partir, mais il faut... Oui, vas-y. Le diagnostic touche à toutes les fonctions de l'organisation. C'est ça. C'est vrai qu'on privilégie l'approche du 20-80, en loi des 20-80, mais c'est toutes les fonctions de l'entreprise. Et tout sachant que c'est la ressource humaine qui est à la base. Absolument. C'est la ressource humaine parce que c'est elle qui pense, c'est elle qui conçoit, et c'est elle qui met en œuvre. Absolument. Absolument. Que ce soit la fonction commerciale, financière, marketing, c'est la ressource humaine qui est à la base. C'est ça. C'est tout à fait exact. Alors, cher Seydi a précisé, et après on te libère. Alors, il y a deux commentaires qui sont arrivés. Cher Seydi dit que, en fait, le chef d'entreprise dont il parlait tout à l'heure, une bonne partie de ses collaborateurs ne viennent plus travailler à temps plein et leur absence n'empêche pas l'affaire de tourner. Donc, il s'en est rendu compte et donc, il va, après la crise, il va gérer sans eux, puisque leur absence n'empêche pas l'affaire de tourner. C'est très intéressant ce commentaire. C'est ça, c'est ça. Parce que simplement, c'est ce que je disais au départ. Oui. Quand on ne s'arrête pas pour faire le diagnostic te permet, sur l'axe structure, de dire quelle est la mission que je poursuis. Quels sont les objectifs que je me fixe. C'est ça. On ne se laisse pas, on le fait tout simple parce que on n'a pas les moyens, mais les services concrets répondent à des exigences liées aux objectifs qu'on poursuit. Absolument. Le dimensionnement des équipes également. Tu ne peux pas te lever et dire je recrute toi comptable sur quelle base? Sur quelle base? Tu ne peux pas non plus dire moi j'ai besoin d'un responsable administratif et financier. Peut-être que un comptable peut faire ce travail. Mais quand on est entrepreneur, excusez-moi de le dire, on n'est pas quand même expert, pas forcément, dans tous ces volets. Le dimensionnement des équipes, la structuration des services, quel service je mets en place, combien de personnes j'ai besoin, de quelles compétences j'ai besoin. Et donc, lorsqu'on ne le fait pas au début, cela nous rattrape tôt ou tard. Absolument. Et donc, aujourd'hui, le cas que M. Seydi présente, mais c'est ça. Cette personne a dû recruter, peut-être, sans être accompagnée, sans être conseillée, sans études préalables, sans analyse préalable.
C'est ça. Mais il se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'il avait 5 personnes alors que 2 suffisent. Exactement. Exactement. Donc, ceci pour dire que le diagnostic organisationnel permet de régler toutes ces questions. Mais il ne faut pas non plus que cet entrepreneur fasse l'erreur inverse. Oui, tout à En fait. disant que ces personnes, je me débarrasse, je me sépare de ces personnes. Est-ce que les personnes qu'il va choisir de garder ont les compétences requises pour répondre à ses attentes et réaliser les objectifs qu'il souhaite? Moi, je recommande fortement, vraiment, de prendre le temps de faire appel à un expert, à quelqu'un qui a les compétences pour vraiment avoir le bon conseil, avoir la bonne organisation, structuration de l'entreprise, le bon dimensionnement des équipes, avoir les bons profils pour pouvoir réaliser les missions de l'entreprise et atteindre la performance. C'est ça. Alors, j'ai encore 2 questions, hein, désolé, mais bon, elles arrivent au fil de l'eau, donc je te les donne. Il y a Dian qui dit, en fait, et c'est un commentaire, en tout, cette crise permet de dire que l'humain est l'enjeu des entreprises de demain, car le télétravail n'est valable que parce que des individus le veulent. Ça, c'est le premier commentaire. Et puis, on a un deuxième. Non, là, c'est une question. Quels sont les meilleurs outils pour un diagnostic pertinent d'une organisation? De Détier. D'accord. Alors, le commentaire... Sur le télétravail, cette crise permet de dire que l'humain est l'enjeu des entreprises de demain, car le télétravail n'est valable que parce que des individus le veulent. Oui, c'est ce que je disais. Je dis ce commentaire, moi, me fait plaisir parce qu'il me rejoint dans ma vocation. C'est ça. C'est mettre l'homme, la ressource humaine au centre de toutes les stratégies de l'organisation. C'est ça. C'est l'humain qui est au commencement et à la fin de tout. C'est l'humain qui pense, c'est l'humain qui crée, c'est l'humain qui met en application. C'est ça. Donc, vraiment, moi, je suis d'accord. Excellent. Excellent. Et puis, il y a la deuxième question, donc, sur quels sont les meilleurs outils pour un diagnostic pertinent d'une organisation. Donc, pour les outils, il y a une panoplie d'outils. Tout dépend de la taille de l'organisation. On n'utilisera pas les mêmes outils pour une PME que pour une grande entreprise. Les outils, il y a une panoplie. Tout dépend aussi de l'objectif. C'est ça. C'est ça, en fait. Au départ, quel est le besoin qui déclenche ce diagnostic au départ? C'est ça. Est-ce que c'est comme l'entrepreneur de M. Seydi? Je veux me séparer des gens qui sont restés à la maison et je pense que j'en ai pas besoin. Ou alors, c'est d'autres préoccupations. Donc, les outils, il y a toute une panoplie d'outils. Tout dépend de ce qui est recherché à travers le diagnostic. Excellent. Alors, Cher Seydi dit qu'il te recommande l'entrepreneur en question à l'occasion. Donc, je vais lui donner ton adresse email et il entrera en contact avec toi. D'accord, d'accord. Okay. Avec plaisir. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux adresser... Même si cet entrepreneur ne prend pas contact, je souhaite qu'il prenne contact avec moi, mais même s'il ne le fait pas, par occasion, je sais pas, je vais lui dire de prendre le temps, il faut analyser. Ne pas se dire simplement, bon, je me rends compte qu'ils sont restés à la maison, le travail continue, donc je me sépare d'eux. Il peut y avoir d'autres réalités, il peut y avoir d'autres besoins. Il faut avoir une vision sur le moyen long terme. C'est ça. Qu'est-ce que ces personnes ont? Pourquoi ils se sépareraient de ces personnes et garderaient d'autres? Pourquoi ne pas se séparer de d'autres et rappeler ceux qui sont restés à la maison? Donc, il y a toute une analyse, tout un travail d'évaluation, même de compétences. Et lui-même, qu'est-ce qu'il veut? Vers quoi il veut tendre après le Covid? C'est ça. Donc, ce sont ces questions qui permettront de répondre, de l'accompagner pour faire le bon choix. Excellent. Excellent. Alors, moi, je décernais tout à l'heure des lauriers au président Macky Sall qui, de mon point de vue, a coché toutes les cases, en tout cas a bien fait ce qu'il fallait faire. Je suis assez content de ce qu'il fait. Et donc, je voulais avoir ton avis d'expert sur les mesures qu'il a prises sur l'emploi, pour terminer. Il a pris plein de mesures sur l'emploi et l'entreprise, et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Oui, je pense la même chose. Hein. Je dis des lauriers également au président de la République par rapport à la réactivité
ajuster par rapport aux mesures pour la résilience aux entreprises et à différents secteurs. La situation n'est pas facile, hein, parce qu'elle prend tout le monde de coup. C'est ça. C'est un nouveau changement. Maintenant, de manière plus précise par rapport aux entreprises, il y a les mesures, il y a l'ordonnance, pour parler de l'ordonnance, qui, moi, m'interroge. Par contre, là, m'interroge. Oui, effectivement, la question est très délicate et sensible. On ne peut pas licencier des employés. On ne peut pas, des pères de famille, des gens qui ont duré dans l'entreprise. Toutefois, demander à des entreprises également de maintenir le personnel et de garantir ce niveau de salaire, moi, m'interpelle. Heureusement que dans l'ordonnance, il spécifie en disant qu'il invite les entrepreneurs, les dirigeants à discuter avec les employés, les délégués, pour trouver un consensus. Parce que si une entreprise n'a plus d'entrée, n'a plus de recettes, ou bien voit son chiffre d'affaires baisser de moitié, il sera difficile de garantir ce niveau de rémunération. Surtout qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette situation va durer. Absolument. Mais je pense que l'entreprise est une réalité. Moi, je crée mon entreprise, mais demain, elle ne m'appartient pas. Elle appartient et aux employés et aux actionnaires, à tout le monde. Donc, c'est ce qui fait que je pense que cette concertation à laquelle le président invite les acteurs de l'entreprise va aider à trouver des solutions et des solutions satisfaisantes pour chacune des parties. Écoute, c'est un très beau mot de la fin, Marie-Justine. Alors, c'était tellement intéressant qu'on a dépassé de 21 minutes. Mais bon, personne ne nous en voudra puisque les éléments que tu as apportés sont des pépites prises individuellement et que c'est tellement rare d'avoir un expert avec nous que voilà, quand on l'a, on le garde. Hein? Voilà, en tout cas, merci infiniment. Je voulais aussi, en ton nom personnel et au nom de tous ceux qui sont là, en mon nom personnel et puis au nom de tous ceux qui sont là, te remercier du fond du cœur parce que tu as pris du temps et je sais que c'est du temps qui est précieux, que tu as consacré gratuitement, de façon désintéressée, à expliquer des choses aux gens qui ont une valeur inestimable en ces temps troublés. Voilà, donc je voulais du fond du cœur te dire merci. Ben, moi aussi, je te remercie, Maurice, pour ce partage. Merci à tous ceux qui ont été là, connectés, bien confinés. Merci pour le partage. Merci pour les questions, les commentaires. Tout cela aussi m'enrichit. C'est ça. Contribue à enrichir ma réflexion. Dans le cadre de mon cabinet, qui se nomme Siloé Consulting, ben, je suis ouverte, je suis dans une dynamique d'amélioration. Moi aussi, je suis concernée, impactée par cette situation du Covid-19. Absolument. Et donc, je travaille à ajuster ma stratégie, à ajuster ma mission, je m'interroge moi-même. Absolument. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et j'espère que M. Seydi ne va pas réagir sans prendre du recul. Il prendra du recul. Je le connais personnellement, il prendra du recul. Marie-Justine, merci infiniment. Merci Dian, merci Ayan, merci Blaise, merci Mariem, merci Détier, merci cher Seydi. Cher Seydi, on garde le contact. Fall Abdoukarim, Maguette Diopso, Babatal, Jean-Pierre Da Silva, Djibril Diané, Jean-Christophe Chateau, Adèle Dako, Jean-Pierre Da Silva, Babatal, tous mes gars, Salomon Toupane, Patrice Cyril, merci à vous, merci infiniment, merci, et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.